tout cela m'a évidemment ouvert l'appétit. Il est 10 heures passées de génial. 5 minutes. Alors je sais, on est un petit peu en avance sur la pause déjeuner. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous allons parler des burgers. Pourquoi? Bah oui, franchement, il n'y a pas d'heure pour en manger. Là. C'est dans la cam. Pour évoquer la montée en puissance des burgers ce matin, j'ai le plaisir, cette année encore, d'être accompagné de Paul Fedel. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de France Snacking. Et donc avec vous, on va évoquer ce véritable phénomène. Les burgers prennent de l'ampleur. C'est vrai que depuis 3 ans, on assiste à ce qu'on appelle à France Snacking une vraie burger mania. Ouais. Depuis 3 ans, le burger est devenu la star des années 2013-2014 et elle le sera dans les années à venir également. C'est en tout cas ce qu'on a observé. Un burger qui jadis était quand même synonyme de malbouffe et qui aujourd'hui est devenu l'emblème du bien manger à la française. C'est vrai. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a, en 2007, selon le Gira Conseil, un cabinet spécialisé dans la restauration, il se vendait un burger pour 9 sandwichs. Aujourd'hui, les derniers chiffres sont sortis en 2013, il se vendait un burger pour 2 sandwichs. Ah ouais. Donc l'équivalent de ce qu'un cabinet comme NPD Crest définit comme 75 millions de burgers consommés par mois, 900 millions par an, donc pour un peu plus de 2 milliards de sandwichs. Donc c'est un vrai marché, il se passe vraiment quelque chose. Et justement pour en témoigner, on a voulu inviter 2 enseignes de restauration qui sont positionnées sur le burger. L'une qui a été pionnière sur cet univers qui s'appelle Big Fernand, dont nous avons à notre droite l'un des cofondateurs, Yves Burgraff. Attention, c'est Steve, mon prénom. Pardon, Steve. On peut tout franciser chez Big Fernand, mais pas mon prénom, par contre. Steve, pardon. Et à ma gauche, j'ai Yves Ecker, Bonjour. qui est fondateur d'une enseigne qui s'appelle Les Burgers de Papa, qui est une enseigne lyonnaise. Donc ces 2 témoins vont nous dire un petit peu comment ils ont observé ce phénomène, de quelle manière ils ont souhaité y répondre. On va peut-être commencer par Yves. C'est toujours Steve, mon prénom. Décidément, je n'y Yves arrive est pas. à gauche. Mais oui, mais c'est normal. Yves et Steve, c'est pas évident non plus. Hein. Steve, vous avez cofondé Big Fernand à la fin des années 2011, début 2012. Vous ouvriez le premier établissement rue Poissonnière à Paris, un établissement qui rapidement a à la fois assis la marque, à la fois fait parler du burger. Vous avez été l'un des initiateurs de ce courant. Comment expliquez-vous l'arrivée de cette burger mania en France dans ces années-là? Quel a été votre regard sur ce marché et sur ce produit? Alors, déjà, merci de me recevoir. Donc, effectivement, le premier établissement, le premier Big Fernand ouvert à Paris, rue du Faubourg Poissonnière, en janvier 2012. Donc, on est très très jeune, on a 3 ans. Voilà, donc comment est-ce que je peux expliquer ce phénomène? Bon, d'abord, la consommation de burgers n'en est pas à ses débuts en France et on ne nous a pas attendu d'arriver en janvier 2012. Voilà, l'essor de McDo, pour ne pas le citer, en France, 2e pays pour McDo au monde, en est le symbole. Voilà, nous, on est venu en fait apporter un petit peu de nouveau avec un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir lancer donc, ce qu'on appelle les burgers gourmets. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir manger de manière très qualitative pour un ticket moyen qui est supérieur à celui d'un McDo, dans un cadre qui ne ressemble pas à un fast-food, avec une qualité qui n'est pas celle d'un fast-food, mais avec la rapidité d'un fast-food. Voilà, ça a été le positionnement de Big Fernand au départ. Et on a été plusieurs, en fait, de manière spontanée, à se lancer en même temps sur le même créneau. Je pense au Camion qui fume, connu pour ses food trucks à Paris et maintenant en France, puisqu'ils en ont plusieurs. Voilà, donc l'idée, c'est que on a pu révolutionner un petit peu l'alimentation du burger et la vision que les Français avaient du burger. Parce qu'en plus, tous les produits chez Big Fernand sont 100% français. Donc ça collait un petit peu avec tout ça. Voilà, et du fait qu'on s'est lancé ensemble aussi, il y a eu de l'engouement médiatique. Et puis un engouement du public et des consommateurs. Car je ne cesse de le rappeler, le meilleur marketing, le meilleur outil de communication de Big Fernand, c'est les produits. C'est parce que nous faisons des produits de qualité que nous avons beaucoup de clients avec un excellent bouche à oreille. Mais comment expliquer qu'il y ait eu ce déclic dans la fin des années 2011? Alors, on parle d'une génération biberonnée au McDo et qui avait besoin de trouver autre chose, qui avait un pouvoir d'achat supérieur et qui aujourd'hui recherche une qualité autre, ou en tout cas un produit différent. Bien, les enseignes sont de plus en plus qualitatives de manière globale en France. On sait qu'aujourd'hui, ce qui souffre dans la restauration, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire ni l'entrée de gamme avec des prix qui sont bas
et ni le haut de gamme en fait ne souffre énormément aujourd'hui. C'est le milieu de gamme qui souffre énormément. Donc nous, on a tiré la chose vers le haut. On a profité de cet engouement. Le hamburger reste un plat international. On ne sait pas vraiment s'il est américain, s'il est allemand, c'est-à-dire son origine. Si aujourd'hui, il a la légitimité d'être français avec les meilleurs pains du monde, pays de boulanger, les meilleurs fromages du monde et des vraies races à viande. Voilà, je pense que c'est vraiment plusieurs choses qui sont conjuguées. L'engouement pour le burger ne date pas d'aujourd'hui. L'engouement pour le burger gourmet est assez récent. Voilà, maintenant, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés. On se souviendra de la mode du sushi il y a 10 ans, avec des morts au passage. Il y aura des morts, parce qu'il ne peut pas y en avoir pour tout le monde simplement, et puis parce que les gens n'ont pas envie de manger tous les jours des burgers. D'ailleurs, je déconseille vivement aux gens de venir manger toujours chez Big Fernand. C'est bon, mais ce n'est pas sain. En plus, dites-moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un consommateur sur deux est une femme, il paraît, de burgers. Aujourd'hui, chez Big Fernand, le ratio n'est pas exactement celui-ci. Oui. C'est 6 sur 10 sont des hommes, donc 4 sur 10 des femmes. Oui. Donc on n'est pas loin de l'équité, Oui. parce que les femmes ont aussi le droit de bien manger. Bah oui, Voilà, figurez-vous. donc on leur a laissé ce droit, c'est magnifique. C'est merveilleux, on vous en remercie. Yves Ecker, vous êtes arrivé plus tardivement, j'allais dire, si l'espace de 3 ans est une valeur temps qui est pas très longue non plus. Vous êtes arrivé en 2013. En 2013, oui, en octobre 2013. En octobre 2013, vous ouvriez rue Neuve, dans le 2e arrondissement Oui. de Lyon, votre premier établissement. Oui. Avant de parler de votre enseigne, votre regard au moment d'arriver sur ce marché-là? Au moment d'arriver sur ce marché, on est au mois d'octobre 2013. Je crois que Big Fernand a ouvert 2 semaines avant nous. King Marcel à Lyon également dans les mois précédents. Il y a un véritable engouement et j'ai envie de dire qu'il y a une course contre la montre. C'est-à-dire que si on veut être là, si on veut imposer une marque, si on veut la développer, c'est des processus qui mettent du temps. Alors certes, à grand renfort de communication, puisque chez nous aussi, c'est la deuxième mamelle du projet, c'est que la com est aussi importante finalement que le produit. Et donc il fallait venir rapidement, s'imposer, ouvrir un 2e resto également dans les meilleurs délais, et un 3e dans les 2 mois qui vont venir. L'idée, c'est de mailler rapidement une ville pour pouvoir à terme exporter ce modèle ailleurs, ce qu'on fera certainement via la franchise prochainement. Mais effectivement, quand on est arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. Pour tout vous dire, entre le business plan que j'avais fait à l'époque, il y avait, il me semble, 13 ou 14 restos de burgers à Lyon. Le nouveau que j'ai dû monter pour le financement du nouveau projet, on est aujourd'hui à 21 restos spécialisés dans le burger à Lyon. Tout cela en l'espace de 18 mois. Ouais. Alors justement, dans cette profusion d'enseignes et d'ouverture, comment on ouvre? Quels sont les marqueurs de votre enseigne? Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui, ou en tout cas sa différence par rapport à d'autres enseignes référentes? On parle de Big Fernand et d'autres. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher Big Fernand sur son terrain. Ils font ce qu'ils font très très bien. Et nous, on essaye d'approcher leur qualité. Je pense que à bien des niveaux, on est sur une qualité similaire. On travaille exclusivement de la limousine, que des parties avant pour ce qui est de notre viande. On a un boulanger dédié également qui nous fait notre pain tous les matins. Nos fromages sont les plus chers sur le marché certainement, pour ce qui est des fromages dits industriels. Mais surtout, nous, on se démarque par notre politique tarifaire. C'est-à-dire que nous, on se situe exactement entre McDo et Big Fernand et King Marcel en termes de prix. C'est-à-dire qu'un menu, chez nous, avec burger, frites, boissons, va commencer à 11 €. Si vous êtes étudiant, vous pouvez manger pour 8,50 €, ce qui est quelques centimes de plus que chez McDo, pour une qualité qui n'est évidemment pas du tout la même. Et ça va jusqu'à 12,90 € pour le menu le plus cher. Donc nous, notre idée, c'était vraiment de pouvoir attirer un éventail, un public plus large, d'avoir autant du CSP+, que des étudiants qui vont venir manger chez nous, qui viennent et qui reviennent surtout. L'idée, c'est qu'un client qui vient chez moi, je préférerais le voir 2 fois par semaine plutôt qu'1 fois par mois, quoi. Donc on est sur une sortie resto familiale. Vous venez avec vos 3 enfants manger. Chez moi, vous allez vous en tirer pour 60-65 € dans la restauration traditionnelle. Je vous mets au défi de manger et de boire avec vos 3 enfants pour ce prix-là. Vous n'y arriverez pas. Donc on propose en plus de cela un service également en salle, ce qui n'est pas le cas par exemple chez nos concurrents. On boit dans des vrais verres. On donne quand même l'impression au client d'être là dans un restaurant, tout en nous, derrière, ce qui est là de l'envers du décor, travaillant un maximum à notre rentabilité. Donc en économisant sur des coûts comme par exemple la vaisselle, on n'en a pas chez nous. Les gens mangent sur les plateaux, ils mangent avec les doigts également. C'est autant de temps de gagner. Donc voilà, c'est cette équation-là qu'on essaie de faire pour aujourd'hui être rentable en proposant des prix bien moins chers que nos concurrents et des qualités égales. Donc, on a parlé donc de foisonnement d'enseignes. Steve,
quand on veut s'installer sur le gourmet burger, qu'est-ce que vous avez voulu imprimer comme empreinte forte? Quelles sont les vraies très gènes simple. On parle d'atelier du hamburger d'ailleurs chez. Alors on parle chez Big effectivement de Fernand. l'hamburger chez Big Fernand car nous avons des produits 100% français. Non, nous les trois choses qui composent l'ADN de Big Fernand: qualité des produits, rapidité d'exécution, qualité d'accueil différente. J'insiste là-dessus car c'est vraiment un vrai défi pour nous. Ce qui va tuer le burger dans les années à venir, c'est de surfer sur cette lame de fond sans contenu. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous prenez les grandes chaînes dans la restauration commerciale, toutes voient le hamburger comme leur salut. Donc tout le monde fonce tête baissée. Je le redis, le client, il faut toujours qu'il puisse trouver la différence dans l'assiette ou entre ses mains, en l'occurrence pour des hamburgers. Et c'est ce qui va tuer le hamburger. Quand vous voyez des chaînes aujourd'hui comme Hippopotamus, pour moi, qui sont des enseignes à la dérive, aussi bien au niveau de la qualité des produits que du service, vous vous retrouvez avec des hamburgers qui sont plus chers que chez Big Fernand, avec une qualité moindre. Mais le client n'est pas bête, hein. Il sait qu'aller prendre un hamburger chez Hippopotamus, ça va lui coûter 18 ou 17 euros, versus 14 chez Big Fernand. Quand la qualité n'est pas au rendez-vous, quand les prix ne sont pas en adéquation avec le contenu de l'assiette, eh bien, ça va faire mal, ça va faire mal. Et je le redis, Big Fernand fonctionne aujourd'hui pas parce que le hamburger fonctionne. C'est vrai qu'on a un produit de base qui est un produit universel, parce qu'on a été capable de donner du sens à ce que nous faisons. Qualité des produits, rapidité d'exécution et enfin qualité du service et de l'accueil. Parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé, l'avantage du hamburger, c'est un produit transversal. Enfin, l'avantage du hamburger, c'est un produit qui se mange le midi comme le soir. C'est un produit chaud, donc un produit plutôt dans la tendance d'aujourd'hui. C'est aussi un produit, le développement s'explique aussi parce que c'est un produit transverse à toutes les restaurations. Vous l'avez expliqué, Steve, toutes les restaurations aujourd'hui semblent trouver leur salut dans ce produit qu'on peut placer à la carte à des prix intermédiaires. Donc c'est vrai sans doute qu'il y aura des morts. Vous l'avez aussi, quand on a préparé cette intervention, vous l'avez aussi souligné qu'il y aura des morts à ceux qui ne jouent pas la carte de la qualité. Effectivement, et on ne sera pas du lot, ni Steve ni moi, ça j'en suis à peu près persuadé, parce qu'aussi on essaye de prendre de vitesse nos concurrents aujourd'hui en maillant le terrain, ce que fait très bien Steve avec Big Fernand, ce que nous on va essayer de faire dans les mois prochains, dans les semaines qui viennent. Faut évacuer ? Non, ça va ? Ça va ? On peut rester ? Ok, très bien. Donc je pense que derrière tout ça également, certes, il y a les 3 points que tu as soulevés tout à l'heure avec lesquels je suis entièrement d'accord, mais il y a également le marketing aujourd'hui qui est très important, c'est d'avoir un produit très identifiable avec une charte graphique, un visuel, et il faut que tout cela se tienne. On ne peut pas aujourd'hui dans la restauration rapide, quand on essaye de vendre quelque chose de très charté, de marketé, aucun détail ne doit être laissé au hasard, que ce soit la propreté de vos restaurants, l'hygiène. C'est le four qui va... Oui, ah merci. On reconnaît les gens du métier hein, quand même. Donc oui, le marketing et ce souci du détail permanent, parce que finalement, la réussite de tous les grands projets, c'est l'addition d'une somme de tout petits détails sur lesquels on va s'attarder et ne jamais rien laisser au hasard et être d'une vigilance à tout égard et faire de la veille concurrentielle permanente comme on le fait, j'imagine, l'un et l'autre. Je termine par une dernière question. Yves, vous avez laissé entendre que vous enclenchiez votre développement, donc c'est-à-dire une unité supplémentaire prochainement. Voilà. Juste rapidement pour terminer, Steve, le projet de développement, on est dans un tunnel. Aujourd'hui, il y a 10 Big Fernand d'ouverts, dont un à Lyon qui est rue Ferrandière. Donc il y a 10 Big Fernand d'ouverts, il y en aura 15 supplémentaires cette année, donc on aura 25 Big Fernand à la fin d'année, dont 2 à l'étranger. Première ouverture à Hong Kong fin du mois de février, première ouverture à Londres début mars. Merci beaucoup, messieurs. Merci Karine. Merci à vous. Merci Paul. On se retrouve très vite ici sur ce plateau des Sira News. Et justement, les Sira News aujourd'hui, c'est avec Michel Tanguy.
CIRA News, c'est pour vous, ce sont les news du CIRA, les chiffres insolites, les parcours du jour, les programmes de la journée, ce qu'il ne faudra pas louper aujourd'hui sur ce salon international de la restauration et de l'hôtellerie. On va démarrer avec le chiffre du jour, 725. C'est le nombre de nouveautés présentées sur ce salon, dont 367 avant-premières. Cela représente 50% de plus qu'en 2013. Et avant d'aller plus loin, nous allons féliciter les lauréats des concours d'hier, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, il y a tout au long de ce CIRA et tous les jours des concours qui se déroulent et donc des gagnants. On félicite pour hier Guillaume Cardinet qui a remporté le concours national des fromagers sur l'espace cuisine en scène. Et puis pour les trophées européens de la boucherie artisanale, on félicite Martin Crombie et Michael Perkins qui sont les deux lauréats de ce concours. Votre programme du jour est encore relativement riche pour cette première journée de la semaine. Deuxième et dernière journée de la Coupe du Monde de la pâtisserie qui se déroule à l'Espace des Chefs jusqu'à 18 h. La remise des prix devrait se faire à 18 h 30. Deuxième et dernière journée aussi pour la Coupe du France de la boulangerie sur l'Espace Tendance Pain. Remise des prix à 17 h. Suite et fin des épreuves du deuxième championnat de France des arts gourmands. C'est à la Maison de la Pâtisserie et nous aurons Philippe Brétinière dans quelques instants à mes côtés qui nous en parlera plus en détail. La remise des prix se fera cet après-midi entre 15 h et 16 h. Le Festival de la créativité gastronomique a commencé sur l'espace cuisine en scène ce matin à 9 h. Il se poursuivra tout au long de la journée, donc n'hésitez pas à y passer pour voir de nombreux chefs en démonstration. C'est une animation très interactive qui vous apprendra beaucoup et que notamment des chefs étoilés et médiatisés. Il y aura certainement pour vous quelques têtes de connus. Sur l'espace Café Chaud, la finale des Brewers Cup jusqu'à 12 h 30 et la finale des baristas et du latte art cet après-midi entre 13 h et 17 h 30, remise des prix à 17 h 45. Concernant le parcours expert, nous vous avons sélectionné aujourd'hui, je vous les montre, snacking, GMS, GSA et retail, gain de temps et PAI, produits alimentaires intermédiaires. Et sans plus tarder, je vais saluer Philippe Brétinière. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous avez deux casquettes. Vous êtes le président du syndicat des pâtissiers, chocolatiers, glaciers du Rhône. Tout à fait. Et vous êtes aussi le président de l'association de la promotion des arts de la pâtisserie. Tout à fait. On parle donc du Festival des arts gourmands. Les épreuves ont démarré hier. Oui. Ça s'est tenu toute la journée. C'est ça. Et ça se poursuit ce matin. De nombreux jeunes sont venus avec leurs formateurs et en plus un peu partout en France. Tout à fait. Donc c'est 3 jeunes qui sont en formation donc de BTM. Donc ils ont 3-4 ans d'expérience de bac pro et ils sont venus avec leurs formateurs partout en France. Donc Toulouse, Grenoble, Lyon, Lille. Je crois que Grenoble est beaucoup représenté. C'est ça, 3 équipes. 3 centres. Et donc ils sont venus pour faire une joute gustative. Donc ils ont 3 h 30 sur place pour exécuter une pièce artistique en chocolat et des bonbons au chocolat. Ensuite, une pièce en glace sculptée, un dessert à l'assiette et ensuite une pièce en sucre d'art. Voilà. Donc, pièce artistique, un peu de détails sur ces pièces. Il y a une thématique à respecter, c'est oui, le musical, je crois. C'est ça, tout à fait, c'est le musical. Donc hier, on a pu voir qu'ils se sont bien entraînés ensemble, ils avaient une cohésion, une entraide. C'est surtout ça, ce concours a pour but à la fois de promouvoir le métier, de mettre le pied aux jeunes sur les différents concours, mais surtout les échanges. C'est ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de faire à travers les actions qu'on entreprend tout au long de l'année au niveau de la Maison de la Pâtisserie dans Lyon. C'est voilà. véritablement de proposer aux professionnels et aussi aux jeunes en formation de se réunir, de se retrouver pour échanger, avancer. Voilà. La compétition, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est autour de la compétition. Les échanges, on se réunit, on s'échange, on voit les professionnels qui vont venir jurifier, les jurys, le meilleur ouvrier de France, champion du monde ou autre. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, on peut les rencontrer sous une forme différente, échanger avec eux. Et quel plaisir. Voilà. Et vous sentez un entrain de ces jeunes à venir? Vous avez eu beaucoup de dossiers de candidature, il a fallu faire une sélection préalable? Alors, c'est vrai que là, cette année, on est en finale de meilleur ouvrier de France.
Donc, qui fait que tous ceux qui sont sélectionnés pour la finale, bien sûr, ils ne sont pas ici. Donc, un peu tous ceux qui sont un peu revanchards et qui veulent remettre le pied à l'étrier, bon, ils sont avec nous. Ils sont Voilà. avec vous. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant surtout, et ça, je remercie tous mes collègues, tous mes copains, différents concours, tous ceux qui organisent la Coupe du Monde. Hier, ils sont venus sur le stand, tous les glaciers, tous les chocolatiers. Et ça, c'est vraiment c'est un grand plaisir parce que justement, ils ont fait voir ce que les jeunes veulent devenir plus tard. Et ça, c'est royal. Parce que finalement, les jeunes qui sont venus aujourd'hui pour ce concours, Oui. pour ce festival des Arts Gourmands, seront peut-être des futurs participants Tout à fait. à l'un des meilleurs oui à de fait. France pour à fait. la pâtisserie ou la Alors, chocolaterie. pour notre part, à la Maison de la Pâtisserie, elle a 30 ans, cette Maison de la Pâtisserie, et on a retracé tous ceux qui sont venus à différents concours lors des différents CIRA, les 17e, et on a tracé leur parcours. Et on sait ce qu'ils sont devenus. On s'aperçoit qu'il y a des champions du monde, il y a des meilleurs ouvriers de France, il y a des artisans, il y a des maîtres artisans, des formateurs. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Voilà. Le plaisir, on en aura encore jusqu'à 11h30. Vous pouvez toujours rejoindre l'espace de la Maison de la Pâtisserie pour encourager ces jeunes qui sont en train de se dépasser, de se démener pour essayer d'être le lauréat de ce festival donc, de championnat de France, deuxième édition de championnat de France des arts gourmands avec la thématique du music hall. Je vous remercie. Merci. Philippe Bretiner d'être venu nous parler de ce concours. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association de la promotion des arts de la pâtisserie et vous êtes aussi le président du syndicat de la pâtisserie, de la chocolaterie, de la glacerie du Rhône. Merci Je beaucoup. pense que vous ne devez pas vous ennuyer. Merci en tout cas d'être venu partager cette passion avec nous. Rendez-vous donc sur l'espace de la Maison de la Pâtisserie. Quant au CIRA News, au prochain CIRA News, eh bien vous l'aurez, chers amis, en anglais, puisque ce salon est international. Donc il n'y a pas de raison pour que les anglophones présents ne puissent pas avoir droit aussi à leurs informations. On vous donne rendez-vous dans 1 heure avec Tiffany Conroy. Eh bien, bonjour à vous, chers visiteurs. Soyez les bienvenus ici à Eurexpo. Vous regardez, si vous êtes connecté sur le web, la CIRA TV sur le www.cira-tv.com. Nous sommes ici. Écoutez, vous ne pouvez pas nous louper. On est au centre du dispositif, on est au cœur, l'espace des Lumières ici à Eurexpo. Et nous vous accueillons car cette année, c'est la grande nouveauté, notre plateau est ouvert au public. Alors, dans 30 minutes, j'aurai la joie vraiment de recevoir ce grand pâtissier que l'on ne présente plus. Philippe Conticini sera avec nous ici même sur ce plateau. Vous le voyez, on a ici tout le programme de la matinée. Nous avons ce matin parlé des biodéchets en restauration, c'est très important. On a également parlé des burgers. Le fait maison, utile ou inutile? Ça, c'est le prochain débat. Il aura lieu dans quelques minutes, juste après le duplex avec Vincent Ferniaud de l'espace concours. C'est la Coupe du Monde de la pâtisserie, je vous le rappelle. C'est pourquoi Philippe Conticini nous fera l'amitié d'être avec nous. Et puis, on parlera de la pâtisserie fraîche ou surgelée. Quels sont les atouts et spécificités de chacune? Boris Ditadian sera avec nous pour la recette du jour. Croyez-moi, on va se régaler. Il sera question de filet de rouget. Et puis, on parlera de la déco des restaurants. Est-ce que cette déco un peu minimaliste est toujours tendance ou pas? Eh bien, nous aborderons ce thème-là dans un instant. Et puis ensuite, Michel Tanguy vous l'a dit il y a un instant, il y aura le dernier CIRA News en anglais en compagnie de Tiffany Conroy. Alors, je vous le disais, en commençant cette émission, nous avons la chance de pouvoir, tout en restant ici sur ce plateau, eh bien, voir ce qui se passe sur l'espace concours. La Coupe du Monde de la pâtisserie se déroule en ce moment même, animée de main de maître par Vincent Ferniaud. Bonjour Vincent, est-ce que tu m'entends? Bien sûr que je t'entends, Karine. Bon. Qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre? Oh, si tu tu es savais. mignon. Écoute, c'est un bonheur partagé. Vincent, dis-moi, toi qui es là depuis hier, comment ça se passe pour les petits nouveaux cette année, pour l'Algérie, les Philippines, le Guatemala? Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Et je vais te dire, c'est même assez étonnant Oui. à quel point ces nations collent à l'élite de la pâtisserie mondiale. Il est d'usage pour des nations qui démarrent
d'avoir généralement un niveau qui soit un petit peu plus faible Oui. que les nations aguerries. Et cette année, je dois dire, ils ont préparé de façon incroyable, et notamment les Philippines qui m'ont bluffé. Écoute, je suis passée te voir hier, effectivement, il y a de quoi être bluffé. Et en plus, ces 3 nouveaux pays arrivent pile poil sur l'édition avec cette année une nouveauté. Pour la première fois, eh bien, ils vont devoir sculpter un bloc de chocolat Valrhona. Et là, c'est quand même pas une mince affaire, ce travail du chocolat. Ben non, c'est pas une mince affaire parce que comme tu le sais, comme moi d'ailleurs, le chocolat ça fond à partir de 37 degrés et Ouais. qu'on a besoin de garder un bloc le plus froid possible, Bien le sûr. plus cassant possible pour pouvoir sculpter et pas être dans la gadoue du chocolat fondu. La gadou, la gadou, la gadou. Absolument. Tiens, le petit accent anglais me fait penser à Angela. Elle est près de toi encore cette année. Ben oui, elle est près de moi, mais enfin elle s'est barrée là. Come Ben Angela, voilà. she wants to have a word with you. Alors elle n'a pas Hello, d'oreillette, hi. elle t'entend pas, mais je Oui, traduirai eh ben, pour tu toi. l'embrasseras fort pour moi. Dites-moi, vous deux, vous n'êtes pas d'ailleurs trop de deux pour animer cet espace concours qui est très très grand. Dans quoi? Dans une dizaine de minutes, on a la sortie du Guatemala, c'est ça? Alors, dans 10 minutes, Oui. on a d'abord l'entrée du jury sur l'espace D'accord. scénique. L'entrée du jury de dégustation pour la première dégustation qui est l'entremets chocolat, Oui. qui va ouvrir les épreuves. Et le premier pays, ce sera l'Argentine ou le Guatemala? Je vois pas là-bas. C'est Guatemala? Hein, the first Guatemala will be country? the first country to be C'est competing Guatemala. today. C'est le Guatemala qui Guatemala. ouvrira le bal ce matin. Très bien. Absolument. Bon, et ben comme ça, c'est le baptême du feu. Cette fois-ci, on y est. Eh bien, On est merci. dedans. Oui, complètement. Merci à vous deux. Je passerai quand même vous faire un petit bisou en vrai tout à l'heure. Et puis, Intérêt. bonne fin de journée. On suivra également les résultats avec beaucoup d'intérêt. Je te garde une part de gâteau. Oh, merci Vincent. Merci Angela. À tout à l'heure Thank avec you so plaisir. much. Bye bye. Voilà, petit duplex avec Sira TV. Alors, nous allons désormais nous intéresser au fait maison. Voilà un débat intéressant. Le fait maison est-il utile ou inutile? La réponse avec Michel Tanguy et ses invités. Et j'espère que c'est une question qui ne fâchera personne. Le fait maison, utile ou inutile? C'est la question que nous allons donc nous poser. On va essayer d'apporter des réponses avec Francis Luzin qui est à ma gauche. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Le Chef. Bonjour Francis. Nous avons également à nos côtés Didier Chenet. Vous êtes le président du groupement national des indépendants. Bonjour. Bonjour. À ma droite, Loïc Philibert, vous êtes le gérant du restaurant de l'autre côté du pont. C'est 25 Cours Gambetta dans le 3e arrondissement à Lyon. Et Alain Fontaine, bonjour Alain, vous êtes le Bonjour. chef du restaurant Le Mesturet dans le 2e arrondissement parisien, 77 rue Richelieu. À qui vais-je poser la question? À un restaurateur peut-être, tiens, pour commencer. Ça me semble intéressant. Alors vous qui êtes chef, le fait maison, ça semble une évidence. Ça semblait une évidence pour tout le monde, mais ce n'est pas exact. Effectivement, il y a encore quelques temps, quand vous étiez, vous, consommateur, devant un restaurant, par exemple, là, vous avez une veste, vous avez un pantalon, vous savez où vous l'avez acheté, par qui il a été fabriqué et quels sont les textiles qui composent ce vêtement. Il y a encore quelques temps, quand vous étiez devant un restaurant, vous ne saviez même pas s'il y avait un pilote dans l'avion. Vous ne savez pas ce que proposait le restaurant, si on coupait des sacs ou s'il y avait un chef de cuisine à l'intérieur avec la pertinence du geste. Alors aujourd'hui, le fait maison, c'est effectivement un premier pas. Alors après, on peut contester, on peut dire on pourrait aller plus loin. C'est un premier pas. Et il ne faut surtout pas oublier que de l'autre côté, pour des raisons X, Y, l'agroalimentaire avec les produits finis avancent et avancent bien. Alors ils font très bien leur métier, ils avancent bien. Il faut savoir que les restaurateurs, la restauration est un métier ouvert à tous les vents, donc tout le monde peut devenir restaurateur demain. Et un restaurateur lambda qui arrive comme ça, qui n'a pas fait de restauration avant, se retrouve devant des contraintes d'hygiène, des coûts sociaux et tout cela. Et d'un seul coup, l'agroalimentaire, bien entendu, lui apporte des solutions. Donc le problème aujourd'hui, c'était de savoir qui fait la cuisine et qui ne la fait pas. Voilà, le fait maison est un premier pas pour cela. Moi, j'ai envie de vous demander une chose. Ne fallait-il pas commencer par là, un diplôme de restaurateur qui oblige une vraie compétence avant de pouvoir ouvrir un établissement? Alors, Didier Chenet répondra sûrement mieux que moi à cette question. Moi, je sais qu'effectivement, tous les restaurateurs, les vrais, qui ont fait des écoles hôtelières, et moi, ça fait 40 ans de métier, c'est très important, mais
évidemment au niveau des pouvoirs publics, au niveau des banques et tout cela. Si effectivement les restaurants n'étaient réservés qu'aux restaurateurs qui avaient 10-15 ans d'expérience ou des diplômes dans la restauration, ça serait formidable. C'est ce qui se passe dans la coiffure et dans d'autres métiers. Mais comme je vous le dis, je le répète, la restauration est ouverte à tous les vents et tout le monde peut faire de la restauration. Didier Chenet, je vous passe la parole. Du coup, réagissez. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un vrai diplôme qui qualifie un restaurateur qui a les compétences pour ouvrir un établissement. Je dirais oui et non. Un restaurateur, il ne faut pas oublier une chose. Un restaurateur, ce n'est pas forcément un cuisinier. Oui, Donc, il est là pour restaurer et pour c'est donner important. à manger. Restaurateur, c'est une profession, ce n'est pas un métier en tant que tel. Dans un restaurant, vous avez plusieurs métiers. Vous avez cuisinier, vous avez barman, vous avez serveur. Ce sont des métiers pour lesquels il y a des diplômes. Un restaurateur, c'est une profession. Donc, faire un diplôme d'une profession, c'est assez difficile. De plus, si vous voulez, je pense que ça empêcherait la capacité que nous avons donc d'accueillir dans notre métier, dans nos métiers, des jeunes qui n'ont pas forcément, je dirais, fait ces études d'hôtellerie et de restauration, mais qui ont plein d'idées. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de concepts qui sortent et qui sont donc installés et qui sont imaginés par des gens qui n'ont rien à voir au départ avec l'hôtellerie-restauration, je pense que ça reste une bonne chose. Il faut rester ouvert. Mais encore une fois, par contre, pour ce qui concerne bien entendu le professionnel qui est en cuisine, oui, un minimum de diplôme s'impose. Et donc pour la salle aussi. Le fait maison utile alors? Bien sûr que le fait maison est utile. Le fait maison est utile. D'abord, il répond à une première question qui est la transparence. La transparence que nous devons à nos clients. Nos clients, donc, ont le droit de savoir si véritablement vous avez quelqu'un qui cuisine ou pas dans le restaurant. Et puis la deuxième des choses, c'est une façon aussi de valoriser nos métiers. Que ce soit le métier de la cuisine, on s'en doute bien évidemment, mais également le métier de la salle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux équipes. Il y a l'équipe de cuisine et l'équipe de salle. Et que la salle, le métier de la salle, c'est un métier. Nos serveurs ne sont pas de simples porteurs ni de menus ni d'assiettes. Bien entendu. Ils sont là pour expliquer, pour conseiller le client. Et puis en même temps, j'allais dire, discuter avec le chef. Quelquefois, le chef a à faire passer quelques plats. Donc ça sert d'avoir un bon serveur et un bon commercial. Vous voulez bien réagir, s'il vous plaît, Loïc Philibert, vous qui êtes donc le gérant du restaurant de l'autre côté du pont à Lyon? Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas mettre de barrière à l'entrée dans cette profession. Ça, on est d'accord. On a fait la part des choses entre le restaurateur, le chef. Donc on est d'accord, effectivement, il y a la personne qui va être responsable de l'établissement. Mais je voulais vous faire réagir surtout sur ce côté de passer les plats. C'est vrai qu'il y a une véritable relation aussi entre l'équipe de cuisine, l'équipe de salle et le gestionnaire que vous pouvez être. Moi, j'aimerais quand même conclure un peu là-dessus, juste pour parler un peu de ce que je fais. Dans notre restaurant, on assure une 60aine de couverts tous les midis et il n'y a absolument aucune personne qui n'a de diplôme dans l'hôtellerie-restauration. D'accord. On vient tous de milieux différents et on tient cette boutique avec passion, on fait du fait maison. Et je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir un diplôme pour s'intéresser à ce qu'on fait et mettre du cœur à l'ouvrage. Est-ce que votre chef a un diplôme de chef? Non. Non. Donc personne n'est du métier. Et il n'y a pas vraiment de chef, car on travaille sur la polyvalence. Donc en fait, le chef va aussi être l'administrateur, passe en salle pour le service parfois, on tourne sur les postes. D'accord. Et ça fonctionne très bien, on fait du fait maison. Les grosses chaînes de fournitures, comme voilà, pour ne pas les citer. Alors oui, Francis Musin aimerait vous entendre parler du fait maison. Selon vous, quelle est la définition du fait maison? Votre micro doit marcher, Francis, je pense. Allez-y. Oui, non mais Ah, donc c'est quoi le fait maison pour vous? Le c'est fait sujet. maison. Alors, justement sur la loi dont on parle, la loi sur le fait maison, je trouve qu'elle va pas assez loin. Nous, par exemple, on fait nos fonds de tarte. Toutes les tartes sucrées ou salées qu'on va faire, on part de produits bruts. Et par exemple, dans cette loi, dans les produits bruts, il y a les fonds de tarte. Pour moi, quelque chose fait maison avec une pâte déjà conçue, ça ne va pas être du fait maison.
Pour moi, le fait maison, c'est C'est aucun produit industriel, semi-industriel, pas de fond de sauce, c'est-à-dire que vous n'avez rien dans votre économaque. rien du tout. Ouais. Pour revenir sur le vrai débat, je pense qu'il faut bien utiliser les bons mots. Le restaurant est un commerce. Le métier de la cuisine, c'est un cuisinier, c'est un chef, c'est un métier. Bon, moi, sur le fait maison, je pense que le décret tel qu'il est sorti, d'abord, est extrêmement complexe, difficile à mettre en œuvre, mais surtout, il donne encore une fois une ouverture à la DGCCRF et à l'administration pour venir contrôler les restaurateurs. Et Dieu sait s'ils ont déjà beaucoup de problèmes. Pour moi, le fait maison est extrêmement dangereux. Voilà, c'est l'ouverture à nouveau supplémentaire de contrôle d'administration sur des sujets où l'administration n'est pas forcément bien informée et pas forcément compétente. Et là est le danger. Moi, j'aimerais qu'on puisse faire la différence entre les commerçants et les artisans. Personnellement, je me sens plus artisan que commerçant. Après, les commerçants ont leur place aussi, bien sûr, de points de vente alimentaire, mais ce ne sont pas des artisans, des cuisiniers. Donc on est sur une différence entre un commerçant et un artisan. Je crois qu'il y a un décret en préparation pour que l'artisan cuisinier existe en tant que statut. Voilà, mais ce n'est pas le fait maison. Ce n'est pas le décret du fait maison. Alain Fontaine, et ensuite j'aimerais bien entendre également, pardon, Didier Genet. Et ensuite, Alain Fontaine, je vous ai vu réagir à... Oui, parce que bon, si on parle d'artisans, on est en train encore une fois de créer un nouveau label, un nouveau statut, comme si un statut juridique était synonyme de compétence et de qualification. Non, c'est uniquement, j'allais dire, de se dire, bon, on va appartenir à un certain type de profession et on va être, j'allais dire, catalogué et indiqué comme étant artisan. Maintenant, sur l'aspect purement professionnel, je vais laisser Alain répondre. Je dis encore une fois, bon, on ne va pas se battre là-dessus, sur cette histoire d'artisan. Mais encore une fois, ce n'est qu'artisan cuisinier, ça pose tout un tas de problèmes. Bien plus qu'il n'en résout. Je vais laisser Alain parce que je sais qu'il a... Non, mais il le pratique. Et donc, en tant qu'exploitant, et pas simplement en tant que... Alors d'abord, ce que je voudrais dire par rapport à ce qui vient d'être énoncé, c'est il faut qu'on arrête de faire, sur le débat du fait maison, un débat resto-restaurateur. Moi, j'ai assisté à l'accouchement difficile du fait maison, qui était un vrai combat avec le Synorca qui voulait le terme restaurant et qui était peut-être la solution. Ça n'a pas été retenu. De l'autre côté, il y avait des confrères qui voulaient autre chose. Et puis, il y avait l'agroalimentaire qui poussait très fort pour qu'il n'y ait rien du tout. Donc, il y a le fait maison qui est un premier pas, mais il faut qu'on cesse d'avoir un débat resto-restaurateur parce qu'à tous les débats que j'ai assistés pour l'accouchement du fait maison, jamais, vous m'entendez bien, jamais il y a eu une association de consommateurs. C'est-à-dire, on ne demande jamais, en termes de restauration, aux consommateurs ce qu'ils souhaiteraient avoir, ce qu'ils souhaiteraient voir, non pas dans leurs assiettes, mais dans leur restaurant. Et c'est ça qu'on a, on fait du nombrilisme, et ça c'est très embêtant. L'artisan cuisinier, c'est exactement la même démarche. C'est exactement la même démarche. On va ajouter un label pour se faire plaisir, un label qui est très poujadisme comme des débats. Ça nous recule de très loin, alors que là, il y a des lois sur la modernisation des entreprises. Il faut savoir que quand vous êtes artisan, vous ne pouvez pas être à plus de 10 employés, ce qui veut dire qu'on aura un blocage à l'embauche, puisqu'il faut rester à 9, donc on bloque l'embauche. Il faut savoir que quand vous êtes artisan, les investissements personnels et les investissements de l'entreprise sont liés. Ça veut dire que si un artisan achète une maison, il aura beaucoup plus de mal à avoir, par exemple, un prêt pour son four ou pour son frigo. Donc, artisan cuisinier, c'est une loi du passé. Alors, c'est une loi qui a fait plaisir à certains, électorale peut-être, je ne sais pas. Mais le fait maison, pour revenir sur le fait maison, l'artisan cuisinier, ça c'est fait. Mais pour le fait maison, je pense que ça a le mérite d'exister. Ne gâchons pas notre plaisir, parce que ce salon qui est magnifique, si vous allez dans le hall 2, et si vous retirez tous les stands où il y a des produits finis, d'abord, le hall 2 sera pratiquement entièrement vide. Et d'autre part, les gens qui présentent superbement bien ces produits finis et qui font très bien leur métier, disons-le, l'agroalimentaire fait très bien son métier. À votre avis, ils sont là, c'est une entreprise philanthropique ou alors ils attendent qui en face? Des joailliers, des cordonniers? C'est des restaurateurs qui vont venir. C'est pas des ménagères qui viennent remplir le frigo. C'est des restaurateurs. Donc le fait maison, l'utilité du fait maison, c'est ça. C'est d'arrêter de faire
qu'il y ait une transparence et d'expliquer quand même qu'il y a des gens, des choix de chefs d'entreprise, c'est des chefs d'entreprise avant tout les restaurateurs qui effectivement choisissent pour des contraintes d'hygiène, pour des contraintes sociales de coût, de faire des produits finis. Mais annonçons cela au consommateur, que le consommateur soit renseigné là-dessus. Vous réagissez, Francis Lusin, par rapport au... Moi, je suis d'accord sur la philosophie. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'encore une fois, c'est l'État qui va venir contrôler si vous avez une boîte de conserve dans votre... Donc c'est très dangereux. Mais je crois que quand vous parlez des consommateurs, je pense qu'il y a des données qu'il faut que les restaurateurs enregistrent bien. Il y a des gens qui écoutent les consommateurs qui sont les grands distributeurs de grande consommation. Alors je vais prendre l'exemple des tickets restaurants. Les tickets restaurants représentent 4 milliards de chiffre d'affaires qui étaient, avant que la loi décide d'autoriser le consommateur à prendre des tickets restaurants pour acheter dans les grandes surfaces, qui étaient entièrement consacrés à la restauration. Je crois que ça date d'il y a 1 an et demi ou 2 ans. L'autorisation d'aller dans les grandes surfaces. Pour les grandes surfaces, ça fait 4 ans, 5 ans. En 4 ans, ils ont pris 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc eux écoutent le consommateur. Sur les produits agroalimentaires grand public, il y a de la transparence. Ce que demande le consommateur, c'est de la transparence sur les produits, d'où viennent les produits, quelle est la garantie de qualité des produits. Ensuite, faire la différence entre un restaurateur qui utilise des produits bruts à 95 ou 90% et un restaurateur qui utilise des produits tout faits de l'agroalimentaire, ça c'est une donnée où il suffit d'avoir une appellation et non pas avoir le fait maison. Alors vous mettez, d'ailleurs le décret du fait maison dit aujourd'hui, vous devez mettre une phrase, toute personne, le traiteur, le kebab, la pizza, doit mettre une phrase disant « Le fait maison est fait à partir de produits bruts à la visibilité du client. » Point barre. Ensuite, si elle utilise le logo, il faut qu'effectivement elle fasse le fait maison. Mais cette phrase, qu'est-ce qu'elle vient faire dans des établissements où justement on ouvre des poches? Expliquez-moi. Non mais je pense que, comme toujours en France, on lance une idée, au besoin un décret, et puis une fois que c'est fait, on passe à une question suivante. On n'approfondit même pas la situation de ce qu'il en est. On ne cherche même pas, j'allais dire, à vendre, à promouvoir cette affaire, le fait maison. Et aujourd'hui, force est de constater que le fait maison, alors comme je suis un optimiste, je dirais c'est un demi-succès. D'autres vous diront c'est un demi-échec parce qu'on est passé alors sur artisan cuisinier. Demain, on passera encore sur un autre dossier. Enfin, on ne stabilise rien. Non, mais la phrase là, obligatoire, dis-moi. Attends. Il n'y a aucune promotion suffisante. Nous, en tant qu'organisation professionnelle, on fait le maximum, mais aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de promotion de ce fait maison. Ce fait maison, c'est quelque chose qui est... Nous soutenons ce fait maison, même si nous pensons qu'il était insuffisant et qu'il était difficilement lisible. C'est pourquoi nous avions effectivement proposé à ce qu'on fasse du non-restaurant un nom qui ne puisse être utilisé que par ceux qui font la cuisine. Et là, à ce moment-là, vous aviez une lisibilité qui était extrêmement simple. Qui plus est, c'est un nom qui se décline dans toutes les langues. Quand vous allez aux États-Unis, vous n'imaginez pas un seul instant voir McDo, je n'ai rien contre McDo, voir McDo affiché restaurant. Tout le monde rigolerait aux États-Unis. À la fois Didier Chenet, vous qui êtes le président du groupement des indépendants, je pense, j'ai envie de faire intervenir Loïc Philibert par rapport à tout cela, parce que Loïc Philibert, pour moi, est peut-être le signe positif qui va dans ce que vous disiez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, ne soyez pas fâchés par ce que je vais vous dire, mais vous n'êtes pas professionnel en tant que tel, vous n'avez pas les diplômes, mais vous avez l'air d'être quelqu'un de très très bonne volonté, et avec votre équipe, vous illustrez le fait maison. Vous essayez en tout cas, j'ai l'impression, d'y mettre le maximum. Donc ça veut dire qu'on peut, c'est aussi une question de volonté. C'est avant tout une question de volonté et je suis tout à fait d'accord avec le fait que cette loi implique des contrôles inutiles dans une profession déjà ultra contrôlée et notamment dans le sens où ce sont les restaurateurs, les chefs qui vont faire du fait maison, qui vont être contrôlés pour savoir s'ils font bien du fait maison. Donc c'est les personnes de bonne volonté en fait qui vont faire la démarche de faire du fait maison. Encore une fois, c'est les meilleurs qui seront contrôlés. Les autres, on n'y va même pas ou très peu. Un petit mot ?
sur la question de M. Luzin tout à l'heure, pourquoi cette phrase le fait maison, ce sont des plats élaborés dans l'établissement à base de produits bruts. Cette phrase, je crois que si. Mais ce qui est important, cette phrase, c'est qu'elle permet à tous les consommateurs d'être informés sur ce qu'est un produit brut. Après, d'ouvrir le dialogue avec, bien sûr, le restaurateur. Il en fait ou il n'en fait pas, et pourquoi et comment. Mais c'est une ouverture, il faut ouvrir la porte. Le fait maison, quand il est sorti le 15 juillet 2014, il y a eu des fines bouches qui ont critiqué tout cela. Ça nous a beaucoup amusé. Moi, ça m'a beaucoup amusé parce que quand vous êtes maintenant dehors, alors il y a le côté licite avec la petite marmite et puis le toit dessus. Mais il y a le côté licite. Partout, vous voyez des ardoises. Ici, on fait le maison depuis 40 ans. Ici, fait maison. Ici, fait maison. Le label fait maison qui est sorti, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière extraordinaire et tout le monde s'est dit, bon Dieu, mais oui, il faut que j'en parle du fait maison. Alors, c'est un premier pas. Ça concerne tous les restaurants et c'est ça qui est important. C'est tous les restaurants sont concernés. Ça met en valeur la pertinence du geste. La pertinence du geste, comme le disait tout à fait Didier, c'est le sommelier, c'est le maître d'hôtel et c'est le cuisinier. Et puis, c'est le premier pas avant le titre de maître restaurateur, qui est quand même un titre fondateur en France et qui est très important. Mais le fait maison, c'est excessivement important. Merci Alain Fontaine. Vous répondez, ce sera la conclusion. Très bien, parce que sur la phrase, je maintiens fermement qu'il n'y a pas dans l'établissement, et heureusement, parce que s'il y avait dans l'établissement dans la phrase, ça veut dire que tout établissement servant un client, même avec des sacs en plastique, dirait mais c'est dans l'établissement, je fais du maison. Je suis formel là-dessus. À partir du moment où la phrase restauration fait maison avec les produits bruts est dans tous les restaurants, chez tous les traiteurs, chez tous les établissements, les McDo, etc., la personne qui discute avec le consommateur va évidemment pas lui expliquer ce qu'est le fait maison qu'il ne fait pas. Il va lui dire simplement c'est du fait maison chez nous, mais bien sûr monsieur, au revoir monsieur, aucun contrôle. Donc cette phrase devrait être réservée à ceux qui font le fait maison, si c'est le cas. C'est une aberration totale. Voilà. Merci beaucoup Francis Luzin, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Le Chef. Vous l'aurez compris, on pourrait encore en parler très très longtemps. J'ai envie de dire que je pense qu'il y a quand même, effectivement, il y a un vrai débat, mais il y a du positif là-dedans, ça aide à avancer. On voit que, comme Loïc Philibert, on peut ne pas avoir de diplôme en tant que chef, mais vouloir bien faire. En tout cas, merci messieurs d'être venus débattre de ce sujet, le fait maison utile ou inutile. Loïc Philibert, donc gérant du restaurant de l'autre côté du pont, Cour Gambetta à Lyon. Didier Chenet, vous êtes le président du groupement national des indépendants. Alain Fontaine, chef du restaurant Le Mesturet à Paris. Et donc Francis Luzin, éditeur du magazine Le Chef. Merci messieurs. Karine Descendier, je vous rends la parole. Tiens, je vais le dire comme ça. Eh bien merci Michel, je la saisis et je vais vous faire un petit lancement fait maison garanti. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la Coupe de France de la boulangerie et ce soir à 17h environ, nous connaîtrons le gagnant. Alors en attendant, voici un résumé des 2 jours de compétition passés. Alors sur le CIRA 2015, nous organisons la Coupe de France de la boulangerie et cet événement a été créé par nous il y a longtemps puisque ça fait près de 25 ans maintenant. Nous sommes à la 12e Coupe de France de la boulangerie. Ce sont des concurrents qui sont organisés par groupe de 3. Donc une personne, un professionnel est responsable du pain de fabrication courante. Une autre personne, un autre professionnel est dédié à la viennoiserie. Une autre personne est dédiée à la pièce artistique. Et en tout, ils ont à proposer également un sandwich équilibré, original et tendance pour faire en sorte qu'on ait un peu d'innovation dans nos métiers. Les candidats viennent des 4 coins de la France. C'est un événement qui est national, soutenu par la Confédération nationale de la boulangerie. Nous avons de nombreux partenaires et donc ce sont soit des sélections, soit des régions ou des départements qui s'inscrivent en direct sur la candidature du concours. Les critères pour le jury, eh bien, c'est évidemment la présentation, le goût, les textures, le respect de la commande.
et surtout après l'originalité et puis un travail d'ensemble, y compris la gestion du back-office, c'est-à-dire de l'emplacement de travail. Donc je rappelle que ce concours de la Coupe de France est un événement très qualitatif et qu'il sert de tremplin pour participer à la Coupe d'Europe qui se déroule à Nantes dans quelques mois et qui elle-même est le tremplin pour la Coupe du Monde de la boulangerie qui sera organisée à Paris dans les prochains mois également. C'est le premier tremplin, la défense du savoir-faire professionnel français. Sinon, bah oui, écoutez, voilà, on est un peu dissipé. Oui, j'avoue, c'est vrai. Ça fait des semaines en fait que j'attends le moment. C'est pour ça qu'on est un petit peu en effervescence. Je reçois aujourd'hui pour une interview en tête-à-tête Philippe Conticini. Oui. Bonjour Philippe, soyez le bienvenu. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites d'être ici sur le plateau de la Web TV Sira. C'est gentil, c'est très gentil, je vous remercie. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous venez d'arriver sur le salon. Oui, c'est le deuxième jour de la Coupe du Monde de pâtisserie. Oui. Vous êtes allé faire un tour, ça vous rappelle des bons souvenirs. Vous avez été coach en 2003 et l'équipe a été championne. Oui, avec Angelo Musa, Yuri Neyer, Célie Casosus. Oui. Oui, c'était un super souvenir. Je l'ai vécu. Ah oui, de l'intérieur. Ah oui, vraiment. C'était très, très émouvant. Un des plus beaux moments de ma carrière. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, on a des nouveaux pays qui arrivent sur cette compétition. Quel regard, en fait, portez-vous sur ces pays? Quelle est l'évolution de la pâtisserie aujourd'hui? Alors d'abord, c'est formidable et c'est normal en même temps que tous les pays, on va dire les moins en vue et qui avaient le moins de technique, évoluent. Ça s'est passé en cuisine il y a 30 ou 40 ans. Absolument. Et évidemment, ils sont retournés chez eux. D'abord, les Français sont allés là-bas. Ils ont formé des chefs, des sous-chefs, qui eux-mêmes ont pris des gars de leur pays, qui les ont formés. Et petit à petit, ils se réapproprient leur culture. Et il se passe la même chose en pâtisserie, forcément. Et ils viennent tous, aujourd'hui la pâtisserie est française, donc ils viennent tous apprendre en France. Et quand ils retournent chez eux, ils utilisent des techniques françaises, ils se réapproprient leur culture. Et petit à petit, ils développeront leur propre technique. Et dans peut-être 5 ans, 2 ans, 10 ans, je ne suis pas devin, la pâtisserie française sera une des meilleures pâtisseries du monde parce qu'il y en a des gars ou des filles formidables, des petits génies, des gens qui ont du talent, il y en a dans le monde entier. Oui. C'est ça qui est formidable. C'est bien parce que ça tire les choses vers le haut. Vers le haut, oui. Ouais. Et on va découvrir, et le goût, ça on en parlera j'imagine, sera un des pans les plus importants, on découvrira enfin ce qu'est la pâtisserie d'auteur. On parle de ça en cuisine, on n'en parle pas en pâtisserie. On est encore un peu trop sur la forme, même si la jeune génération maintenant parle vraiment du goût et quasiment que de ça. Mais il faut que la pâtisserie d'auteur, le mot, soit écrit partout et qu'on le reconnaisse. Oh, c'est une belle formule, pâtisserie d'auteur. Alors, vous êtes, vous, titulaire d'un CAP, pâtisserie, glacerie, chocolat. Vous maîtrisez parfaitement le salé également. Et ça, c'est un atout, à mon avis. C'est formidable, ça m'a permis de... D'abord, ça ouvre l'esprit à des choses que... Alors, ça fait quelques années déjà, mais qu'on n'imagine pas, en fait, quand on s'arrête aux techniques de pâtisserie simple. Et... je suis né dedans, mes parents étaient restaurateurs, alors c'est presque par obligation. Ouais. Et puis, quand j'étais petit, je ne me suis pas posé de questions, je me suis dit, je ferai de la cuisine. Oui. Avec mon frère. Voilà, pas de questions. Ouais. J'ai commencé par ça, avec du tourné, j'ai fait un apprentissage d'1 an, et je pensais qu'au gâteau que j'allais faire le dimanche. Donc au bout d'1 an, j'ai dit, bon, allez, je vais faire de la pâtisserie. Mais la passion n'est pas venue à ce moment-là. C'est parce que la douceur m'attirait. Parce que j'en avais besoin. Mais la passion, proprement dit, est arrivé en 84. Oui. Enfin, tout a commencé en 86, vraiment. Mais, avec quel événement déclencheur en fait, après, à 23 ans, donc c'est très jeune, hein, après avoir fait quelques maisons, des bonnes maisons, mon père et mon frère me disent on va ouvrir un restaurant, ce qu'on fait. À l'époque, ça n'existe plus, donc je peux le dire, c'est la table d'Anvers. Et je me retrouve comme ça, lâché, à 23 ans. Et il se passe 2 choses fondamentales pour moi qui ont changé ma vie. La première, c'est que je vois mon frère
Au début, on n'avait pas de clients, donc on avait le temps. Il me fait goûter le premier plat, je me souviens, c'était une côte de cochon, de lait, rosée, épaisse, croustillante, avec un jus de cuisson et une purée de pommes de terre. Et là, je ressens quelque chose que j'avais jamais ressenti. C'est une émotion profonde. 2, 3, 4 jours de suite, et c'est comme ça. Et je me dis, pourquoi ma pâtisserie, qui est vraiment super, techniquement bien réalisée, pourquoi je ne ressens pas, moi, avec mes gâteaux, la même émotion qu'avec ces plats? Ça ne va pas. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc j'ai commencé et très rapidement à inclure des techniques de cuisine dans ma pâtisserie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des jus courts de fruits, faire des consommés, braiser des fruits, pas forcément intégrer des légumes, inventer une texture ou une matière qui me permet de remplacer la crème, mais aussi légère que les blancs pour ne pas avoir de goût, ce qui me permet de mettre la fraise plus pas de goût égale un goût de fraise, pour une mousse par exemple, pour avoir beaucoup de goût, et bref, de mélanger tout, vous voyez, de tout essayer. Et voilà. Et en même temps, au même moment, quelques mois plus tard, comme ils venaient voir, on a tout de suite eu de la presse, donc ils venaient voir les frères Conticini. Je suis un mec très extraverti. Et en même temps, le poids à 23 ans, je le vivais très mal. Donc j'étais un peu coincé. Et les gens voulaient quand même voir Philippe. Donc j'y allais, mais pas très à l'aise. Et en fait, les gens, souvent, me prenaient le poignet comme ça, ils me disaient, Philippe, vous m'avez touché là, avec vos gâteaux, vous m'avez touché. Vous nous avez touché. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, enfin bref, un nombre de fois. Au début, ça me flattait, c'était content. Et puis un jour, je suis revenu en cuisine. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, il me parle à moi. Il ne voit plus les formes. Il me parle à moi. Bien sûr. Et j'ai pris conscience qu'au travers de ce que je faisais, pour la première fois, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, bien sûr, j'arrivais à communiquer avec les autres sans barrière. Et ça a changé ma vie. Voilà. Ça, j'ai compris que c'était un moyen de communication pour moi. Absolument. Et ça a changé ma vie. Voilà. Ça a été le premier moment le plus fondateur pour moi dans ma carrière. Et après, je suis parti dans toutes les directions en ne faisant pas n'importe quoi. C'est sûr que j'utilisais déjà de la fleur de sel en 87. Je faisais des mélanges déjà en 88, mangue, rhubarbe, girofle, gingembre. Je faisais plus de sauce, plus de coulis, je faisais que des jus. Donc aujourd'hui, je comprends pourquoi il y avait, on va dire, comment je peux dire, une telle émulation autour de cette. Oui, tout à fait. À l'époque, je ne le comprenais pas. Puis en plus, j'étais avec mes problèmes, mes complexes, mes machins. Donc j'étais pas là-dedans. Moi, ce que je voulais, c'était. Et puis j'avais besoin qu'on me dise je t'aime, quoi. Donc j'étais là-dedans. Je n'étais que là-dedans. Voilà. Puis le temps a passé. Enfin, je parle beaucoup. Vous voulez me poser d'autres questions, peut-être? Non, je vous écoute avec patience. Excusez-moi. Le temps a passé. Voilà, 89, grand papier dans le Goemio. Enfin. Formidable, quoi. Meilleur pâtissier de l'année, enfin, plein de trucs qui m'arrivent. Mais oui, je les ai là. Pardon. J'ai vos distinctions. Il y a meilleur livre de chef au monde et livre de l'année en France, chevalier de l'ordre du mérite, élu pâtissier de l'année au Goemio. C'est fou ce nombre de distinctions. Est-ce qu'il y en a peut-être une encore que vous n'avez pas eue et que vous visez? Je réponds maintenant? Oui. Alors, distinction, non. Non, ce que je souhaite maintenant, parce qu'il m'est arrivé il y a quelques années où j'ai failli partir, c'est de transmettre. En fait, ce que j'ai commencé à vous expliquer et que je vais terminer, si j'ai le temps, bien sûr, vous allez en tout cas comprendre pourquoi pour moi, et c'est très personnel, c'est une immense richesse. Et cette immense richesse, ça m'a pris moi 25 ans. J'ai trouvé des clés qui permettent d'aller beaucoup plus vite pour découvrir sa propre sensibilité. Et ça, je veux le donner, le transmettre. Et donc, tout ce que je fais quand je parle, quand je fais des conférences, quand je fais tout pour essayer de rencontrer, d'aller dans les écoles, parler aux jeunes, professionnels ou amateurs, ou des gens tout simplement. C'est ce que je fais sur ma page Facebook, même si je n'ai pas forcément beaucoup de place. Je veux transmettre cette richesse-là. Voilà. C'est la seule distinction que je veux. Il y en a une autre. Si la vie me le permet, c'est de tenir la main de ma femme à 70, 75 ans. Ça sera... Et voir ma fille m'envoler, s'envoler, pardon. Ça sera ma réussite. Votre femme, vous l'avez rencontrée sur un salon du chocolat quand même, c'était prédestiné ça. Salon du chocolat, c'est génial quand même. Je faisais une démo avec Pierre Hermé. Il y avait une place devant, c'était blindé de monde. Et comme il n'y avait qu'une seule place, les gens n'osaient peut-être pas s'asseoir. Elle est rentrée en short. Et elle est venue s'asseoir et j'ai dirigé, moi vous savez, je suis toujours un peu en train de faire le pingouin avec mon micro à chef là, et Pierre était plutôt dans son coin et j'ai axé ma conférence plutôt sur la droite. Oui. Et puis voilà, les choses ont fait qu'on est ensemble depuis 19 ans. C'est magnifique. En scène à la folie. Comme au premier jour. Comme au premier jour. Bravo.
Il y a un qualificatif qui revient tout le temps sur vous, c'est novateur. On l'a évoqué tout à l'heure, mais vous avez été aussi le premier à utiliser les produits de grande consommation dans vos livres de recettes, comme le Nutella, le Coca-Cola, le thon. D'où vient cette créativité, cette faculté à saisir les tendances, en fait? Alors, vous avez toujours une longueur d'avance. Je vais vous répondre, mais si vous permettez, je vous réponds en continuant. Alors allons-y. Parce qu'en fait, il y a 3 points qui ont marqué ma vie et qui vont répondre en fait à cette question. Donc la première, je vous l'ai indiqué. À partir de 92-93, je me disais que mes desserts, il y avait quelque chose qui n'allait plus, parce qu'ils étaient tellement émulsionnés, allégés, tellement différents, que j'ai compris au bout d'un certain moment que c'était le contenant qui n'allait plus. Et quelques mois plus tard, j'ai appelé le maître d'hôtel, je lui ai dit amène-moi un verre à Bourgogne, j'ai une idée. Et j'ai transposé de l'horizontale à la verticale, et j'ai pris le verre à Bourgogne, j'ai dit putain, j'ai trouvé mon bébé. Et en fait, ce qui a été la verrine pour moi, c'est pas la verrine en tant que telle. En fait, je m'en fous. C'est, si je vous le fais très caricatural évidemment, il y avait de l'acidité en bas, la matière principale au milieu, le goût principal, et puis du soyeux au-dessus. En plongeant ma cuillère, je ramenais d'abord l'acidité qui éveillait mes papilles, le goût principal qui se posait sur les papilles avec beaucoup plus d'intensité, et le soyeux qui enrobait tout ça pour maintenir la sensation longtemps en bouche. En fait, j'ai compris que j'arrivais, 8 ans après mon frère, à créer chez moi des sensations, enfin, et à me toucher. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir toucher les autres. Parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même d'abord. C'est pareil pour le goût, pour les sensations. Et puis j'ai compris que le goût, c'était une lecture et qu'on pouvait écrire des phrases. Et là, non seulement communiquer avec les gens pour exprimer qui on est, mais surtout le maîtriser. Et donc écrire les phrases que l'on voulait écrire. Et les gens qui les ressentent comme vous vouliez qu'ils les ressentent. Et ça, c'est fondamental pour moi. C'est ça la verrine. Et le temps a passé. Et en 98, j'ai quitté la table d'Anvers. Et voilà, j'ai monté une boîte de conseils. Puis surtout, j'ai ouvert le restaurant Pétrosian à Paris. On m'a demandé de faire la cuisine. J'ai dit non. Il voulait, j'ai dit non. Et puis j'ai dit oui, finalement. Puis je me suis mis à faire de la cuisine puisque j'en faisais beaucoup. La table d'Anvers, je tenais toujours 2 postes. La pâtisserie, la sauce, la pâtisserie, les légumes, la pâtisserie, la garde-manger. C'était un peu le stage commando au début, la table d'Anvers. Donc voilà, de la cuisine, j'en ai fait toujours finalement. Et je me suis lancé dans la cuisine tout en faisant, en mettant tout en verre, pratiquement. Et là, c'est parti comme une traînée de poudre, quoi. Et surtout, là, on est en 1999 et en 2001, je vais à New York pour ouvrir le café-boutique pour Pétrosian et en même temps, je vais au Japon pour la maison Pelletier. À New York, les gens me disent ce que vous faites, c'est de la musique dans la bouche. C'est le titre d'un de mes chapitres que j'avais écrit 2 ans auparavant dans Dessert en liberté. Je me dis merde, ça c'est de la communication, ça. Ça suivait la ligne de 86. Et je vais au Japon, ils me demandent de faire des desserts français. Je dis d'accord, mais avec des produits japonais. Salut Eric. Mais avec des produits japonais. Hein, c'est quand même. Mais avec des produits japonais. Et donc je reprends mes croquettes au chocolat, je fais des croquettes de haricots rouges pour me servir d'un produit qu'ils connaissent. Mais par contre, j'y ajoute de l'huile de noix, du vinaigre balsamique, de la fleur de sel. Donc ce goût-là, il ne le connaissait pas. Il met je me souviendrai toujours, le président met la croquette dans sa bouche et il dit en japonais « Oh, j'ai déjà mangé ça quand j'étais petit ». Et là, ça a tilté, je lui dis « Non, c'est pas possible. Vous avez peut-être ressenti ce plaisir-là quand vous étiez petit, mais ce goût-là, jamais ». Et j'ai compris en 2001, voilà la 3e chose qui a changé dans ma vie, que j'arrivais à créer des émotions, que ce soit à New York, au Tokyo ou à Paris. J'arrivais à toucher les gens, à faire, je ne sais pas si vous avez vu Ratatouille. Oui, bien sûr. En fait, quand le journaliste mange, lui, il n'a pas l'air gentil. Oui. Et puis quand il mange, hop, il se retrouve en enfance. Oui, il retrouve son âme d'enfant. C'est ça que j'ai compris en 2001. Et depuis, c'est ce que je développe. Et quand on a ouvert la pâtisserie derrière en 2009, vous le croirez ou pas, mais les gens me disaient, Monsieur Conticini, vous me touchez l'âme avec vos gâteaux, comme en 86. Et je trouve ça génial. C'est génial. Ça a changé ma vie. Et d'où vient ma créativité? Elle vient de là, de ce que je suis, parce que ça fait 15 ans que je suis sur moi. Vous voyez, en 95, un an après les verrines, je me suis dit, bon, ok, chacun a son goût, ça se discute pas. Après, je parle pour moi, évidemment. Que pour moi, je me suis dit, mon goût, il vient de quoi? De mes parents, du pays dans lequel je suis né. Mais si j'étais né au Japon, je mangerais du steak frit, de la blanquette. Donc, je me suis dit, finalement, ça vient du pays dans lequel je suis né, de mes parents. Bien sûr. Peut-être du contexte politique, parce que dans les pays où il n'y a rien, de la chaleur. Donc, c'est du conditionnement nécessaire, mais du conditionnement. Donc, conditionnement, ça ne me convient pas. Donc, j'ai tout mis sur la table. Et j'ai tout regoûté cru. Tout à zéro. Le cœur cru, le foie cru, cramé, brûlé, la cervelle crue, c'est pas bon.
Enfin, j'ai tout. Le camembert fait, pas fait, piquant, dans du café serré, pas piquant, pas serré, très allongé. Enfin, j'ai tout recommencé à zéro dans tous les légumes. Ça m'a pris 2 ans. Où j'ai enlevé les habits que je croyais être les miens pour remettre les miens. Et depuis 97, je mets ce que je suis profondément en plus dans ce que je fais. Voilà. Donc, j'ai déjà beaucoup de boulot avec moi. Si vous voulez, pour aller chercher ailleurs ce que j'ai en moi finalement. Bah, voilà. Bien sûr. Joël Robuchon, pour revenir à Séverine, dit « Léverine, c'est Philippe ». Ça, c'est quand même une fierté d'avoir un grand chef comme ça. C'est génial. Mais vous vous rendez compte l'essor, en fait, de la portée de vos inventions. Quand même, la verrine, ça a un rayonnement énorme. Ça a été une tendance lourde. Est-ce qu'on se rend compte au moment où on la trouve, cette verrine, où on détourne ce verre de Bourgogne, est-ce qu'on se rend compte de la portée de ce qu'on est en train d'inventer là? Je vous dis la vérité ou oui. pas? D'accord. Alors j'ai fait comme ça. Ça s'est passé en 5 secondes. J'ai levé le verre à Bourgogne. Ouais. J'ai dit putain, j'ai trouvé mon bébé. Ça va faire le tour du monde ce truc-là. Ah oui, donc vous l'aviez pressenti. Je l'ai montré à mon frère. Ouais, comme quoi, des fois, on est perspicace. Il m'a dit c'est de la merde ton truc. On n'est jamais aussi bien conseillé que par sa famille, voilà. On le sait. Et voilà, pour moi, c'était top, d'ailleurs, à tel point que je ne le mettais jamais à la carte et je ne l'envoyais en salle que quand il n'y avait pas de professionnels ou de journalistes que je connaissais. Ah oui? Oui. Et parce que j'étais sûr que c'était une idée top. Et comme on n'était pas d'accord avec mon frère, donc je le faisais goûter à des gens âgés, jeunes, gros, petits, noirs, grands, vieux, jeunes, indiens, jaunes. Et tout le monde me disait la même chose. C'est top. Vous savez, la construction du goût, la lecture du goût. Et j'étais convaincu. C'est pour ça que quand Petrosian m'a demandé d'ouvrir, j'ai dit d'accord, mais je mets la majorité de tout en verre. Et ça a explosé. Quoi. Ben, ça a eu le succès qu'on connaît. Mais ça m'a échappé. Ouais. Parce que j'avais pas la force de frappe que j'ai aujourd'hui, médiatiquement. Il y a sauf qu'il y en a un qui a dit on n'a jamais fait ça. Ouais. C'est Joël Robuchon. Ouais. Et il l'a crié partout. Et ça m'échappait vraiment, mais bon, c'est comme ça. Moi, je m'en fous, ça avait changé ma vie. Ça me suffisait. Moi, s'il y en a un qui n'a pas gagné de fric avec, c'est moi, je peux vous le dire. Et puis, quand il y a eu le Larousse gastronomique en 2007, où il m'a invité, lui, il est toujours président, évidemment. Il y a tout un tas de journalistes, de sociologues, de professionnels, etc. Et c'est par lettre alphabétique. Et quand il est arrivé à la lettre V, il a tapé du poing sur la table, il a dit Léverine, c'est Philippe. C'est Philippe. Voilà, une fois que c'était inscrit dans le marbre, bah aujourd'hui, on m'appelle du monde entier pour me demander comment j'ai créé Léverine. Mais c'est grâce à Joël Robuchon. Ouais. Sans lui, l'idée m'aurait... Au final, avec cet exemple, on comprend bien que ce n'est pas le tout d'inventer des recettes ou d'être un excellent pâtissier. On comprend la force de la communication et la force médiatique. Oui. Et vous avez eu quelques expériences avec les médias, avec TF1, avec pas mal de choses. Oui. Est-ce que c'est un monde qui vous attire? Qu'est-ce que vous venez chercher dans cet univers-là? Alors, déjà, je ne vais rien chercher puisqu'on m'invite. Hein, oui, donc, absolument. Ce qui m'attire, c'est que je vous ai parlé de richesse et de clés. Oui. Et ce que je veux avant tout, c'est parler du goût. Oui. Mais parler du goût pour parler des sensations. Ouais. Parler des sensations pour parler de l'émotion. Ouais. Parler de l'émotion pour parler du plaisir. Voilà. 3 étoiles Michelin, pour moi, c'est un plaisir immense qui me fait frissonner. Le reste ne m'intéresse pas. Que ce soit créatif, ultra créatif ou extrêmement classique, si ça ne me fait pas frissonner, ça ne m'intéresse pas. Aucun intérêt. Aussi, voilà. Et on peut avoir 3 étoiles, 10 étoiles ou 20 étoiles, ou pas du tout. Ouais. C'est la même chose pour moi. Et donc, je suis très heureux de pouvoir parler de tout ça. Très heureux aussi quand ce sont des gens qui ne sont pas professionnels. Très heureux quand ce sont des professionnels aussi. Puis les gens qui m'invitent, je peux le dire quand même, c'est des gens que je connais tous. Voilà, c'est tous plus ou moins des copains. Il y en a quelques-uns qui sont des amis. Après, les amis, c'est autre chose. Mais des copains, je les connais tous. Donc, je dis oui avec grand plaisir. Et puis, sans déconner, quand c'est pour voir un sourire comme le vôtre... Non, vous êtes mignon. Mais vous savez que c'est vrai. C'est vrai. Vous savez bien que c'est vrai. Votre devise, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Ça, c'est une phrase qui vous tient à cœur? Bah oui. Bah oui. Ah bah oui, parce que jamais j'aurais pu penser avoir la chance, ou en tout cas la chance, après avoir travaillé, qu'on puisse me dire aujourd'hui, voilà, vous êtes un des meilleurs. Enfin, jamais j'aurais pu penser une chose pareille, et puis je le pensais pas, j'ai jamais calculé. Quand je suis allé à New York, je flippais de savoir si les gens allaient aimer mes gâteaux. Et je me souviens, pour l'anecdote, il ne m'entendra pas, là, personne ne nous regarde. Non, personne. Non. On est en tête à tête. Le patron de l'entreprise, je ne citerai pas laquelle, hein, oui. je l'ai dit tout à l'heure. Et il ne voulait pas que je rencontre les médias, parce qu'on parlait que de moi à Paris.
Et puis il a eu l'erreur de dire, bon allez, une petite pigiste pour Food Arts Magazine. C'est le plus gros magazine de bouffe. Et là, le rédacteur en chef a dit, hop, on va faire 5 pages. Puis après, c'est parti. Quoi. Ah ouais. Comme une traînée de poudre. J'ai eu Génial. toutes les couvertures de magazines, Ah ouais. New York Times, tout ça. Ça, je m'y attendais pas. Ouais. Vous voyez, voilà un truc que j'ai Voilà. pas calculé du tout. Moi, je flippais. Hmm. Je faisais tout à la minute, les tartes à la minute. Ouais. Et je me disais, mais mon Dieu, est-ce qu'ils vont aimer quoi. Et ils ont Et aimé. ben voilà. Voilà, vous voyez comme quoi Vous avez eu le retour le calcul, finalement, c'est peut-être que pas vous toujours. méritez. Voilà. C'est gentil, Absolument. en tout cas. On va regarder juste en direct ce qui se passe sur l'espace concours en ce moment même. 2e jour de la Coupe du Monde de la pâtisserie avec la c'est sortie très beau, de l'entremets chocolat, je pense, de l'Argentine. Voilà, c'est l'Argentine qui propose son chocolat aux membres du jury et on va assister à la découpe. Oui. Philippe, une découpe en direct. J'imagine que juste après cette interview, vous allez sur l'espace concours, Bien sûr. ouais, J'y voir ce retourne qui tout se de suite, passe. En courant. En courant. Et il y a Clarette Zéa qui. Ah bah là, vous allez retrouver tous vos copains. hein. Tous. Voilà, et on voit l'intérieur de cet entremets chocolat. Mon Dieu, j'en fais saliver. Vous avez une passion pour le chocolat et pour les pâtes. hein. Mais les pâtes, pas les pâtes, les panzani, hein, on est Non, bien non. d'accord. Les pâtes levées. Oui, oui. les pâtes levées. Pour le travail du chocolat, oui, et Ouais. pour les pâtes levées, absolument. Oui. Tiens, on voit Philippe Rigolo. hein. Absolument. Et oui, c'est deux postes fondamentaux et cruciaux comme le Oui. four qui me parlent parce que c'est vivant pour moi. Hmm. C'est vivant et pas facile hein, de faire un gâteau qu'au chocolat. Oui, avec Et- cette chaleur en plus. Oui, hein. en plus avec cette Ouais, chaleur ouais, et ouais. de pouvoir faire en sorte que quelque chose, un twist va faire que les gens vont le reconnaître et le remarquer. Bien sûr. Parce que il doit y avoir 90% de chocolat, je crois. Pour Oui. l'avoir vécu en 2003 avec, en coachant l'équipe de France. Ouais, ouais. C'était pas simple, hein. Mm. C'était compliqué et Absolument. c'est un travail énorme que les Mm. gars font. Bon, merci infiniment un Philippe immense d'avoir plaisir. été ici aujourd'hui. Et vous l'aviez dit, vous aviez besoin qu'on vous dise je t'aime. Et bien avec beaucoup de respect pour votre femme, je vous aime. Je vous remercie Voilà. beaucoup, Karine. Moi aussi. Merci beaucoup. Allez, on va continuer. Hier, sur ce même plateau, a eu lieu la remise des grands prix de l'innovation CIRA. Eh bien, voici en images les meilleurs moments de cet événement. Un rappel des règles, les nommés au Grand Prix CIRA Innovation disposaient de 15 minutes pour convaincre le jury lors d'un grand oral au cours duquel ils étaient jugés sur l'innovation, la facilité et le coût de mise en œuvre, le design du matériel, du produit, la qualité, l'économie d'énergie et la diminution des déchets. Nous avons reçu plus de 230 dossiers et la sélection était très difficile. J'ai eu la chance d'assister à la présentation du grand oral de certains produits et matériels. Et vraiment, j'étais impressionnée par la qualité et le travail de recherche-développement qui a été fait par tous les exposants qui étaient candidats à ce Grand Prix d'innovation. Nous allons découvrir les lauréats et les accueillir afin de leur remettre et des diplômes et des trophées Grand Prix CIRA Innovation 2015. Eh bien, c'est désormais avec grand plaisir que nous retrouvons Tiffany Conroy pour le CIRA News en anglais.